bonsoir et bienvenue au Geneva Digital Market, le volet professionnel du GIF. Nous avons commencé ce matin avec un focus sur la production virtuelle avec nos partenaires Appia, et ensuite nous avons abordé l'innovation technologique et les solutions qu'elle peut apporter pour rendre le travail des producteurs indépendants plus efficace. Et maintenant, nous allons discuter du rôle du showrunner et des possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans l'écriture des séries. Pour aborder ce sujet, j'appelle donc Mathieu Hofstetter, qui est le modérateur de cette table ronde et qui est journaliste au magazine Bilan et qui va ensuite présenter tous les panélistes. Voilà, merci beaucoup. Merci Paola. Alors j'invite les panélistes qui sont présents physiquement à me rejoindre sur scène. Alors on a un petit changement dans le panel puisque c'est aussi la raison de ce retard de démarrage. On a l'une de nos panélistes qui est bloquée entre Lausanne et Genève, mais elle est très bien remplacée pour ce soir en tout cas par Timothy O'Rear, qui est le président de Impact IA. Bonsoir. Nous aurons également le plaisir d'entendre Stéphane Mitchell, qui est scénariste et qui va pouvoir nous parler de toute son expérience dans ce domaine. Enfin, le dernier des invités présents physiquement sur place, c'est Alexander Iordachescu, producteur à Elephant Films, qui nous rejoint également. Et nous serons à distance avec Sami Harpa. Sami is the CEO and co-founder of Largo Films, and we'll be online with him. We are online with him. Hi, Sami. Pour entamer cette discussion, je vous propose qu'on attaque directement dans le vif avec une présentation que nous propose Alex. Merci Mathieu. Alors, je vous ai concocté une petite présentation pour parler effectivement de quelque chose qui me tient à cœur, parce que la question des nouvelles technologies m'a toujours intéressé, et le rapport de l'humain aux nouvelles technologies est quelque chose qui est potentiellement passionnant, ça suscite des fantasmes, ça suscite des craintes, ça suscite aussi des opportunités. Et pour ma part, ça m'intéresse de savoir quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de nous, des humains, vis-à-vis de toutes les promesses que cette technologie nous propose. Alors, je vais vous proposer un petit voyage qui va nous amener à travers un petit peu la sémiologie, à travers un petit peu les questions de comment se construisent en fait notre perception des histoires, qu'est-ce qu'au fond qu'une bonne histoire et pourquoi, et en quoi donc une intelligence artificielle ou un être humain peuvent avoir un impact là-dessus. Alors on se lance. D'abord, très basiquement, les définitions pour ceux ou celles qui ne le savent pas. Généralement, le showrunner, mais je pense que tout le monde le sait, c'est la personne qui coordonne, surtout sur les séries, l'équipe d'écriture, parce qu'une série, ça implique beaucoup de gens, ça implique beaucoup de compétences différentes parmi les écrivains eux-mêmes. Et donc, le showrunner incarne un petit peu cette vague transversale. Stéphane pourra en parler mieux après que moi, puisqu'elle a plus d'expérience que moi dans les séries. Mais voilà, c'est un rôle très important et très humain aussi, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'écriture d'un point de vue technique, mais aussi de gérer tout le rapport humain entre les auteurs pour donner un soufflet, cette âme à une histoire. Et puis, on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que c'est un petit peu dans l'écriture, mais je pense que c'est encore un peu abusif, parce que de quoi parle-t-on réellement ? On parle du deep learning, du big data, et du fait qu'on fait ingérer à des machines beaucoup de scénarios pour établir à partir de là des corrélations. Ceux qui sont les plus avancés aujourd'hui là-dessus, c'est Netflix, qui a, à ma connaissance du moins, peut-être il y en a d'autres, mais moi je sais qu'ils ont déjà aujourd'hui des programmes, des algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent ingérer
un scénario, et qu'à partir de là, ils peuvent établir une sorte de breakdown démographique, de dire voilà, cette histoire, c'est ce genre, ça va parler à telle catégorie de public dans cet âge, urbain, non urbain, LGBT, j'en sais rien. Et à partir de là, ils vont pouvoir faire même des recommandations. Si on change ça, ça va nous permettre d'avoir plus de public ou toucher ce public-là. Donc en fait, on n'est pas loin. On peut imaginer qu'à l'envers, on n'est pas loin d'une écriture semi-automatisée. Parce que, comme je disais, ces algorithmes ils peuvent faire une sorte de SWOT, dire voilà, votre histoire, elle a ça comme faiblesse, comme force, et l'appliquer au scénario. Et donc demain, est-ce qu'on peut imaginer qu'à partir de mots-clés, en définissant un genre, en définissant une thématique générale, en disant voilà, nous voulons ce public, on aura des scénarios écrits tout seul. J'aurais personnellement des soucis à me faire pour mon métier, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais avant de répondre à cette question, je me suis dit en amont, au fond, qu'est-ce que c'est une bonne histoire? Voilà. Et puis, il y a plusieurs manières de répondre à ça, mais il faut réaliser que pour nous humains, on se raconte toujours des histoires. Tout est histoire. Et que notre façon de penser, notre esprit est structuré par une manière séquentielle de se représenter le temps et l'espace, et que ça, c'est déjà une narration. Je pense que tout ce qu'on fait toujours, c'est se raconter des histoires. Voilà. Voilà, ça peut être verbal, auditif, visuel, etc., mais ça n'y change rien. C'est toujours, on utilise des symboles qui renvoient à des éléments du réel et qui sont articulés de manière à créer un signifiant pour nous, quelque chose qui fait sens entre nous. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de règles finalement qu'on applique dans nos histoires qui sont invisibles, dont on n'a même plus conscience qu'il y a des éléments causaux, toutes sortes de choses qui font sens pour nous, qui font partie des choses qu'on a acquis depuis notre enfance et qui sont évidents. Et par exemple, on se dit, et bien sûr, hier c'est avant aujourd'hui, aujourd'hui c'est avant demain, 2 c'est plus grand qu'un, etc. Il y a toute une partie d'éléments de syntaxe, de logique, qui font partie de notre intime langage sans qu'on en ait conscience. Vraiment. Est-ce que c'est ça la question? Et je vous propose une idée un peu audacieuse, c'est de dire le langage qu'on emploie pour nous raconter des histoires, il ne fait pas que décrire la réalité, mais d'une certaine façon, il la crée aussi. Alors c'est un peu audacieux, est-ce qu'on se dit, voilà, pour la simple raison, je dis qu'il n'y a pas d'histoire. Comme il disait le petit garçon à une tête bizarre de Matrix, « There is no spoon ». Voilà, c'est lui le petit garçon à tête bizarre. Voilà. Alors, vous allez dire, à ce stade, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, de dire qu'il y a des choses bien réelles, bien concrètes à l'extérieur qui renvoient au réel et qui sont notre histoire. Et peut-être, si vous me proposez de me mettre devant un tram au rond-point de Plainpalais, de voir ce qui se passe, s'il y a vraiment une causalité dans le rapport de cause à effet, et il y a évidemment certaines choses où je serais obligé de reconnaître la réalité du tram. Toutefois, pour comprendre pourquoi je disais tout à l'heure que les histoires, elles créent notre réalité et qui ne font pas que la décrire, ça serait intéressant de se demander comment est-ce qu'on pourrait rendre compte de ce qui s'est passé. Imaginons la situation, je me mets devant un tram au rond-point de Plainpalais, bam, je me prends le tram dans la gueule. Comment est-ce qu'on pourrait raconter ça? Et je vous propose un petit jeu. 3 propositions différentes. La première, un cinéaste a été écrasé par un tramway au rond-point de Plainpalais. La circulation a été bloquée pendant 1 heure. Les motivations du cinéaste demeurent troublables. La proposition numéro 2. Une personne souffrant de troubles psychologiques s'est jetée devant un tramway au rond-point de Plainpalais et a été tuée sur le coup. Le conducteur du tram est toujours en état de choc. Proposition numéro 3. Lors d'une expérience visant à prouver la réalité objective du monde extérieur, un cinéaste a perdu la vie, mais la matérialité des tramways a été confirmée. Voilà, toutes ces 3 propositions, on peut réfuter aucune, chacune a une part de vrai.
chacune décrit d'une certaine façon une facette de ce qui vient de se passer causalement dans la réalité. Laquelle est vraie? Laquelle est juste? Alors le jeu que je vous propose, voilà, vous avez un petit URL. Alors si vous avez des téléphones portables, des ordinateurs, je vous invite à introduire cette petite adresse et à voter pour la proposition 1, 2 ou 3. Je vais faire de même. Voilà. Je suis désolé, il n'y a pas d'URL plus court, c'est ce que j'ai trouvé le plus court. Alors bon, on va dire que la minute s'est écoulée, ceux ou celles qui ont réussi, je vous en félicite. On va essayer d'afficher le résultat. Hop. Alors, la proposition numéro 3 a gagné. Et je vous remercie beaucoup d'avoir voté. Et vous l'aurez compris, en fait, le but de ce petit jeu n'est pas tant de savoir si la 1, la 2 ou la 3 sont justes, mais le fait que la manière dont on construit une histoire, c'est vraiment une co-création intersubjective de ce qu'on définit comme étant finalement la réalité. La réalité se construit toujours à travers un jeu comme ça d'histoire qu'on se raconte et où il y a un consensus qui finit par se créer à un moment donné que ça, c'est plus juste qu'une autre et c'est ça qui devient un petit peu notre réalité. Et à la fin, voilà la proposition numéro 3 qui est très flatteuse, même si le pauvre cinéaste a perdu la vie, il l'a fait pour une bonne cause. Et donc, dans cette perspective, revenons à notre question d'avant. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Et là, on peut dire plusieurs réponses. Une bonne histoire est celle qui donne une description significative de la réalité, ou même une bonne histoire est celle qui révèle un sens plus profond derrière les faits. Or, dire qu'une histoire révèle revient à dire que l'histoire en question crée le sens, le fabrique à travers ce processus narratif, et que tout ça repose, bien entendu, sur un sens commun. Et la question que je me pose, et que je vous pose, c'est est-ce qu'on pourrait se représenter des choses dont on n'a pas une connaissance préalable? Vous allez voir que je vais arriver à l'AI. Je fais tout ce long processus, on va y arriver. Mais est-ce qu'on peut se représenter quelque chose dont on n'a pas eu une connaissance préalable? Il y a cette affirmation qui dit que l'œil perçoit seulement ce que la pensée peut appréhender ou ce que l'esprit peut se représenter. Est-ce que je pourrais vous raconter une histoire de quelque chose qui se passe dans 1000 ans avec des concepts, des outils, des technologies qui n'existent pas et dont on n'a pas la moindre idée? Probablement pas. Probablement juste la pensée un petit peu magique ou les mythes ou les choses comme ça peuvent y évoquer un petit peu, mais je pense qu'en substance, la plupart des idées nous seraient absolument inaccessibles parce qu'on n'a tout simplement pas la possibilité de nous les représenter. Et pour la petite histoire, c'est bien ce qui semble qu'il soit arrivé aux Amérindiens lors de l'arrivée des conquistadors, du moins si l'on doit accorder du crédit au récit qu'Amphithéodore de Brie au XVIe siècle. C'est la référence que j'ai trouvée. Alors voici ce récit. Lorsque la flotte de Christophe Colomb est arrivée aux Caraïbes, les Indiens d'Amérique ne pouvaient voir les caravelles, mais seulement les barques qui amenaient les conquistadors. Leur système de représentation ignorait l'existence de telles caravelles qui s'avéraient même en contradiction avec leur système de croyance. Cependant, un chaman remarqua que des ondes anormales se formaient dans la mer. Il observa très longuement l'horizon et finalement les aperçut. Il se mit à décrire aux autres ce qu'il voyait en faisant usage de métaphores et symboles communs. Les autres, le croyant et surtout lui faisant confiance, réussirent finalement à voir progressivement les caravelles. Alors si c'est vrai, moi je trouve ça absolument fascinant. Je trouve absolument fascinant le fait qu'ils ne voyaient pas des objets massifs parce que simplement ça contradisait leur système de croyance et qu'au fur et à mesure qu'on leur racontait quelque chose, ils commençaient à voir. Alors je ne sais pas si on peut accorder du crédit à ce récit, je l'ai retrouvé plusieurs fois, je ne sais pas s'il est vrai, mais des théories psychologiques aujourd'hui ont tendance à confirmer, ont tendance en fait à dire que oui, ça serait effectivement vrai. Et le fait que nous ne pouvons nous représenter que ceux dont nous avons une connaissance préalable, du moins en partie, et que tout ce qui, si on devait voir quelque chose qui n'a absolument aucun lien avec ce qu'on connaît, ça serait très difficile de nous représenter. Revenons à notre question, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Et là, on peut dire maintenant,
enrichie de tous ces boucles, de toutes ces itérations. Une bonne histoire est celle qui relève un sens profond derrière les faits en permettant une idée ou vision nouvelle de ces faits. Là, j'introduis en rapport avec cet exemple l'idée que peut-être l'auteur est capable de venir extraire des limbes de l'inconscient, des choses qui préexistent un peu dans l'inconscient collectif, quelque chose qui n'était pas encore perçu, et lui donne une forme, lui donne une existence, le met en lumière, nous permet de voir les choses sous un angle nouveau. Voilà. Et je donne un exemple là un peu grand, mais quand même intéressant parce que tout le monde connaît. Donc, lorsqu'Einstein a découvert la relativité générale, c'est qu'il n'a pas inventé ou modifié la gravitation sur Terre, mais il nous a donné la possibilité de nous la représenter comme étant une courbure de l'espace-temps au lieu d'une force mécanique et abstraite telle qu'elle était définie auparavant. Et ça, c'est même plus que ça, en fait, il nous a fait changer de paradigme. Il a uni l'espace-temps dans un seul continuum. Il a changé notre vision du monde, littéralement. Voilà. Et on arrive enfin ainsi au point d'articulation avec l'intelligence artificielle et à l'intérêt ou les risques qu'une telle technologie peut représenter pour nos histoires et la description ou la création, comme je le prétends, de la réalité. Comment est-ce qu'une intelligence artificielle fonctionne aujourd'hui pour l'analyse ou l'écriture des scénarios? Je résume beaucoup, je prie les spécialistes de m'excuser la réduction un peu caricaturale que j'en fais, mais en substance, j'espère ne pas être trop côté de la plaque. Tout d'abord, il faut une base de données très importante. Il faut faire ingérer à la machine beaucoup de scénarios. Ensuite, il faut quand même un certain nombre de critères, un set basique de règles ou classifications. Par exemple, ça peut être le genre. Ça, il faut dire, ça c'est un scénario de comédie, ça c'est un policier, ça c'est un thriller, etc., etc. Ensuite, enfin, malgré tout, pour que l'AI puisse dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon », il faut dire, en regardant dans le rétroviseur, ce scénario, ça a été un succès ou pas. Ça a été un flop total, ça a été un succès, ça a été un flop succès. Et bien sûr, il y a d'autres paramètres de classification par catégorie. Il faut aussi intégrer le cast, le réalisateur et tout ça, parce qu'il n'y a pas que le scénario qui compte. Mais malgré tout, sur un volume suffisamment grand, on commence à avoir des patterns qui émergent. Et à travers ces fameux réseaux neuronaux et le deep learning et la corrélation que l'intelligence artificielle en fait, elle arrive pour finir à dire « Ah oui, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt pas. » Et on arrive quand même sur des paradoxes. Donc je décrivais ce processus appelé deep learning, et les soi-disant réseaux neuronaux, parce qu'évidemment ce n'est pas des neurones, mais on les appelle comme ça, qu'est-ce qu'ils font au final? C'est des corrélations entre des sets de données, entre des sets de paramètres et des valeurs. Et j'en suis persuadé que sur un volume suffisamment grand, une AI peut apprendre vraiment des règles dramaturgiques, de définir des structures, définir plein de choses et nous dire les raisons pour lesquelles tel scénario est plutôt une comédie qu'un thriller, pourquoi tel scénario a eu un succès et pas un autre. Aussi, je pense que de façon comique, on aura des situations où, en plus des règles narratives, des arts narratifs, dramaturgiques, etc., on a aussi des situations étonnantes qui sont dues juste à des biais ou des choses qui apparaissent, des corrélations qui ne sont pas nécessairement logiques, mais dire, par exemple, chaque fois qu'une héroïne caresse un chat dans une comédie romantique, ça a du succès. Et ça n'a rien à voir avec le chat, mais on va arriver à voir que chaque fois qu'il y a un chat, c'est super sympa et on aime bien. Dans ces paradoxes de l'intelligence artificielle, voilà, mon avis, c'est qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais créer des idées ou des visions nouvelles, elle ne pourra que interpoler, interférer à partir des scénarios existants, des règles, et nous amener toujours vers ce qui est peut-être le danger, c'est de créer des variations d'une même histoire où on perfectionne toujours vers ce qui est un modèle unique. Voilà, le meilleur modèle unique par genre. On pourrait arriver à ça. Et c'est pour moi la limite de ces systèmes et surtout de cette logique, celle-ci. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, et je ne dis pas que il y a certainement, et je me réjouis beaucoup qu'on me contredise par la suite, mais moi je vois beaucoup une logique circulaire ça ne touche pas que l'intelligence artificielle, mais notre monde aujourd'hui, même dans la science, il y a le danger de cette logique circulaire dans la pensée. Comment ça fonctionne? Nous formulons des hypothèses. Nous construisons des outils, des concepts et des algorithmes sur la base de ces hypothèses. Enfin, nous vérifions nos hypothèses avec les outils, les concepts et les algorithmes que nous avons développés sur la base des hypothèses que nous voulons vérifier.
et ainsi de suite. Et bien sûr, nous obtenons de données. Nous obtenons plein de données qui ne font que conforter les hypothèses que nous avons formulées au début, bien entendu, parce que c'est à l'aide des outils algorithmes que nous avons créés sur la base de ces hypothèses. Et je donne l'exemple, on identifie un genre et des publics cibles, on crée du data correspondant, puis on les corrèle avec des métriques de ce genre et de ces publics obtenus sur la base de ce data, en prouvant ainsi les corrélations obtenues. Logique, ça fonctionne. Et on vient dans un monde de self-fulfilling prophecies. Voilà. C'est un petit peu le danger. Et la question que moi je me pose, parce que tout ça c'est bien joli de faire en constant, mais est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on peut sortir de cette logique circulaire? Est-ce qu'il y a d'autres histoires ou d'autres façons de se représenter les choses? Parce que sinon, on pourrait donner raison à l'intelligence artificielle. On pourrait dire, en fait, on a des modèles et c'est mieux d'aller toujours vers le meilleur modèle possible. Or, je vais parler de quelque chose là qui devient un peu voodoo, puis oui, voilà, mais qui néanmoins est une expérience personnelle sur laquelle je base beaucoup un peu aujourd'hui. Je dois avouer que c'est des croyances, mais aussi de l'expérience. Il y a 10 ans en arrière, j'ai commencé à visiter des Indiens Shipibo dans l'Amazonie péruvienne. Et j'y suis allé parce qu'on m'avait dit, ces gens, ils peuvent parler avec les arbres. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment intéressant. J'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'on peut parler avec des arbres. Quelle est cette forme de langage? Quelle est cette forme de rapport? J'ai passé plusieurs années sans rien comprendre à la manière dont ils faisaient, et j'avais l'impression que finalement, ils n'étaient pas si différents que nous. Il m'a fallu 6 ans pour... Je ne suis pas resté 6 ans sur place, j'y ai retourné chaque année. Hein. Il m'a fallu 6 ans pour tout à coup réaliser que je passais à côté de l'essentiel, c'est que lorsque je communiquais avec eux, je communiquais en espagnol. Mais je ne connaissais rien de leur véritable langue. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à leur langage, à leur syntaxe, à leur manière, comment fonctionnait leur langue, je me suis pris une claque. Parce que leur langue n'avait pas de nombre, premièrement, et n'avait pas de référence temporelle, du type hier, aujourd'hui, demain. Pour eux, parce que c'est un peuple qui avait vécu toujours dans la jungle, ils vivent dans des cycles et ils vivent dans une forme de géométrie émotionnelle en rapport avec les distances sont déterminées par des distances en rapport avec les espèces, tout est des frères, cousins, etc. Et on est dans une véritable géométrie émotionnelle et dans un complètement autre rapport à la réalité que nous, on a. Je me suis là posé la question, quelles sont les histoires de ces gens? Comment ils se les racontent? Et c'est là où tout à coup j'ai commencé à voir vraiment une autre façon de se représenter les choses. Voilà, je vous demande, imaginez une langue sans chiffres et sans référence temporelle. Imaginez une langue où les distances ne se mesurent pas en mètres, mais en proximité empathico-émotionnelle. Imaginez-vous une géométrie émotionnelle vivante. Enfin, imaginez une réalité où tout est en constante transformation, sans début ni fin, où la vie et la mort sont elles-mêmes des cycles similaires au rêve et à l'éveil. Parce que pour eux, le rêve et la réalité, ce n'est pas très différent. La vie et la mort, ce n'est pas très différent. Tout est une histoire cyclique comme ça. Et c'est troublant, évidemment. C'est très déstabilisant, parfois même abyssal quand on prend ça pour une réalité. Mais c'est aussi beau et enrichissant parce que le monde entier, entièrement nouveau, s'ouvre à nous avec ses possibilités et ses richesses d'une autre nature. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphane. Et je disais, pendant longtemps, je pensais avoir une vision à 360 degrés de la réalité. Une fois que j'ai rencontré les Shipibo, ce que je pensais connaître, ça c'est devenu très étroit. Je me suis dit, ah oui, non, en fait, j'ai peut-être 2-3 degrés. Et il y a tout ça, que c'est beaucoup plus vaste, infiniment plus vaste que ce que j'imaginais. Et voilà, c'est là mon point. Et je vais vous demander de me contredire. Pour moi, c'est un monde qu'aucune intelligence artificielle ne peut imaginer ou encore moins analyser ou modéliser parce que c'est lié à nous, c'est lié à notre conscience, c'est à ce qui fait sens pour nous, en fait. Nous, auteurs humains, pouvons imaginer et raconter notre monde. Et c'est la raison pour laquelle je vais plaider avec toute ma force, dont je suis capable pour la valorisation de notre humanité en tant que cœur, esprit et conscience. Voilà. Hop. Thank you for your attention. Merci, voilà. Merci beaucoup Alex. En général, on a souvent des débats très concrets au départ et après on prend un peu de hauteur. Là, on a eu beaucoup de recul, de la hauteur déjà. Ça nous donne quelques repères au niveau des idées déjà pour rentrer dans ce débat. Alors, ma première question,
elle va être pour Samy qui nous suit en ligne. Samy, you provide to companies, to the audiovisual industry, data-assisted intelligence. How do you see the reaction of writers and producers to this kind of tools? They have fear. At first, they have fear because they think that their creativity will be taken away if they use artificial intelligence. But I think this fear, in general, in our experience, it goes away after they start to use the tools, because then they see still the creativity. Human creativity is very much in the center, and then AI is just coming there as an assistance tool, because the system is taking again the stories that is created by human in the center, and then it gives insights over that story. Again, it is the job of people, human, to understand these insights and then to be creative on these insights to make their story better, or again to attach the right casting, right packaging over their story to make it more successful. Okay. Before we go further, avant de continuer, je vais inviter notre panéliste à nous rejoindre. Donc Laura Tokmakov, cofondatrice et directrice exécutive de Impact IA. Bonjour. Bienvenue Laura. Merci. Merci les CFF. Donc on a un débat encore plus riche maintenant. Thanks. But how do you explain this fear? Is that like the story Alex told us about the Indian Americans who couldn't see something because it was not possible for them to explain it? Yeah, exactly. We can make an analogy to that story. Because I think it has been exaggerated a lot, artificial intelligence. Of course, what it can do is, there is no limit about what it can do. But today, with the current form of AI it cannot go further than being an assistance tool. I agree with Alex on that point. So people in the industry, there are many producers who have never used such tools. That is the majority. And then, yeah, without seeing that, without using this, of course, you have this fear. And sometimes it's not only fear, also the expectations are a lot with artificial intelligence, because we have certain producers, they come and then they just put their screenplay on the system, and then they expect all the success to arrive. So that's another thing, because here again it is just a tool that requires being conducted, being managed by people to make use of it. Otherwise, it's useless. I mean, just putting it onto the system, it won't do anything. Ok, thanks. Laura, bienvenue. Et justement, je vais entrer directement dans le vif du sujet, puisque effectivement, cette peur, cette incompréhension de la part de certains acteurs de l'univers de l'audiovisuel qui ne comprennent pas, qui ne mesurent pas, qui attendent parfois beaucoup, ou parfois qui craignent certains aspects de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on en parle énormément, on fixe sur ce concept beaucoup d'idées, de fantasmes et autres, mais il y a différentes manières de l'utiliser, différentes manières de créer avec l'intelligence artificielle, qui reste quand même un thème encore largement surévalué. On n'est pas encore vraiment dans une vraie intelligence autonome qui peut penser de A à Z. On est plutôt dans du deep learning, du machine learning. Et quels sont les outils, où en est la recherche actuellement pour aider les créateurs, leur venir en aide, mais sans prendre leur place?
Alors, c'est à ce moment-là que je suis ravie que mon train m'ait retenue à Lausanne et à Berne et qu'on ait notre président qui est la partie tech de la fondation. Maintenant, il y a beaucoup de peur parce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui, avec tout le passé du cinéma, tout le passé de Terminator, toute la dystopie et l'utopie qu'on a vue avec. Et je pense qu'il faut déconstruire tout ça. Il faut que les gens prennent conscience que c'est un outil qui fait des choses fabuleuses, qui avance. Le frein, ce serait de dire « Ah, mais ça ne fait pas la moitié de ce qu'on pense, c'est juste un hype ». Non, ça avance très très vite. Mais il faut déconstruire la peur et il faut que les gens puissent avoir les outils de comprendre ce que c'est, comprendre ce que ça peut faire, comprendre comment, si on a une entreprise qui a 10 à 20 collaborateurs ou 3 à 4 collaborateurs, on peut quand même l'utiliser. Et si on ne l'utilise pas, on doit en tout cas au moins être attentif à ce qu'elle va pouvoir faire. Et là, on vient de sortir de 2 semaines d'expérience d'une résidence avec des artistes qui étaient des non-tech à qui on a mis dans les mains une intelligence artificielle multimodale qu'on a créée, c'est-à-dire qui est capable de communiquer avec des images, avec du texte et avec des sons. Et c'était très très intéressant de voir comment les 4 artistes, ils se sont divisés en 2 groupes. Alors que les 4 étaient non-tech à la base, 2 artistes se sont vraiment plongés dedans, ont créé, enfin il en est sorti un opéra co-créé avec notre intelligence artificielle Chimère, et 2 ont été confrontés à d'autres choses très humaines autour de questionner cette IA, d'être parfois fâchés avec elle, de dire mais elle fait pas ce que je veux, mais j'y arrive pas. Enfin voilà, tout d'un coup on a les expressions humaines face à des nouvelles entités non humaines et toutes les relations qui vont avec. Et ça, c'est super intéressant. Alors justement, Sami has a double background. Sami, you are a film director and you are a computer scientist. Donc lui a les clés pour comprendre à la fois les outils et l'univers traditionnel de l'audiovisuel, du cinéma. Mais quand on n'a pas cette double connaissance des 2 milieux, comment est-ce qu'on dompte un outil pareil avec les créateurs que vous aviez en résidence? Comment est-ce que vous leur avez donné des clés pour arriver à dompter ce fauve qui peut faire peur? De la même façon que, je ne sais pas, vous avez peut-être tous peur d'un truc en particulier. La seule façon de faire, c'est de le confronter. En fait, c'est d'ouvrir le truc, de faire, de mettre les mains dedans. Donc on leur a d'abord donné, je crois, 2 jours ou 3 de formation très générique à qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, comment ils allaient travailler, qu'est-ce que ça fait, surtout qu'est-ce que ça ne fait pas. Et puis après, c'est mettre les mains dedans et pouvoir en discuter, pouvoir avoir des retours, pouvoir comprendre en fait par le faire. Et je crois que la solution face à la peur, c'est il n'y a pas d'autre chose que le faire, en fait, que de mettre en situation. Et est-ce qu'on voit une différence générationnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, on a de jeunes créateurs qui ont grandi avec ces outils, qui se les approprient plus facilement, et des personnes qui ont peut-être acquis des compétences plus anciennes et qui ont plus de difficultés à appréhender cet univers et ces outils? Ce n'est pas l'expérience que j'en ai aujourd'hui. Et je crois que la différence, elle se situe beaucoup dans le mindset. Ceux qui arrivent à mettre la curiosité en place et en action vont être plus pris par la curiosité et vont plonger dedans. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ils vont être « bon, ça ne marche pas de cette façon, donc essayons comme ça ». Et ceux qui sont vraiment, c'est vraiment une question de peur. Et à la Fondation, on côtoie tant des enfants parce qu'on a des programmes d'éducation à l'IA de 8 à 25 ans que des cadres supérieurs avec de l'acculturation à l'IA. Et à chaque fois, le lien, le fil rouge, c'est est-ce que je suis suffisamment curieux pour pouvoir plonger dedans, ou est-ce que c'est plus la peur ou le suroptimisme qui me fait appréhender l'IA. Donc soit on est optimiste avec oui, ça va tout régler, puis ça ne marche pas évidemment, soit alors on est très dans la peur et ça ne marche pas non plus.
Alors, on va se tourner vers la représentante de ces créateurs. Stéphane, ça fait plus de... On n'a pas qu'une seule, mais qui n'a pas encore eu la parole. Stéphane, ça fait plus de 2 décennies que vous créez, que vous imaginez des histoires avec de très belles réussites. Et vous avez vu arriver... Alors, l'intelligence artificielle, ça fait bien plus longtemps que 2 décennies qu'on en parle. C'est un fantasme depuis de très nombreuses années. Mais vous avez vu arriver les premiers outils dans cet univers. Comment est-ce que vous avez appris à voir ces outils et peut-être à les utiliser? Vous faites alors, je pense que vous faites référence au programme Dramatica dont je vous avais parlé. Voilà. Quand j'ai commencé, alors moi je suis comme Alex très réticente pour plein de raisons, mais je vais d'abord parler de ça. Mais effectivement, quand j'ai commencé à écrire, ce qui était très, très cool à l'époque, c'était un logiciel qui s'appelait Dramatica et qui nous promettait de nous aider à écrire des scénarios fabuleux sur la base d'une dramaturgie. Alors, vous allez tout de suite comprendre, mais ça rejoint un peu en fait mes peurs, c'est que l'exemple c'était Star Wars, parce que l'exemple c'est toujours Star Wars. Moi j'ai étudié aux États-Unis et c'est très bien Star Wars, mais voilà, c'était l'exemple. Et donc on parlait de l'antagoniste, du protagoniste, il y avait un autre nom, je ne sais plus. Il y avait c'était une autre manière d'expliquer, c'était un autre gourou du scénario si on veut. Il y a Mackie, il y a Sid Field, il y a Truby, il y en a plein. Là, je ne sais plus comment il s'appelait, et puis ça nous disait, voilà, il faut tant d'archétypes, il faut toujours qu'il y ait tous ces archétypes, vous pouvez les mélanger, il faut absolument que le personnage passe par tel passage et tel passage et tel passage. Il y avait plein de cases, donc je l'avais eu gratuitement sur mon vieux Macintosh, je n'avais pas été formée pour l'utiliser, et j'ai commencé à essayer de remplir des cases en me disant, ça va m'aider, mais en fait, ça m'aidait pas, ça m'a aidé à me poser des questions sur mes scénarios. Il y a des choses que j'ai gardées, mais qui ne viennent pas finalement du logiciel, qui viennent de la dramaturgie qu'ils utilisaient en disant posez-vous la question, est-ce que vos personnages secondaires sont des archétypes et si oui lesquels, est-ce qu'ils sont donc ça c'est des choses que j'ai gardées, mais j'ai jamais réussi à le faire fonctionner et finalement parce que je rentrais des choses dans des cases, mais j'avais pas, le logiciel me disait pas oui c'est bien, continue, parce qu'il l'analysait pas, il me disait juste il faut remplir ces cases. Donc peut-être que c'est un peu différent aujourd'hui. Et finalement, ce que j'avais dit à Paola quand elle m'a appelée, c'est que moi j'utilise des post-it. Et puis, on en a parlé avec Alex. Finalement, notre propre, c'est pas une intelligence artificielle, mais notre propre intelligence artistique, c'est on a appris plein de choses, on a vu plein de séries ou plein de films, on parle, ou plein de courts-métrages ou plein de pièces de théâtre. Maintenant la réalité virtuelle, et puis en tant que créateur, créatrice, on prend tout ça et notre propre machine va se dire oui, il ne faut pas que j'oublie, ça c'est bien, c'est vrai, il faut qu'il y ait un dilemme moral, ce serait pas mal qu'on s'intéresse un peu à ce que fait le personnage, est-ce que je me suis bien posé toutes les questions, donc nous-mêmes on a notre propre dataset, mais à la fin ça devient très intuitif et on utilise un peu ces... Enfin là, je ne parle plus du AI, mais en fait des règles qu'on nous a données pour tester. Mais ça reste la création finalement, elle reste. Elle est à la fois intuitive et puis nourrie de. Ça dépend de qui, toi, c'est tes rêves. Moi, c'est les gens que je rencontre, les idées que j'ai, les débats que j'ai. Mais après, c'est très physique en fait l'écriture. Donc je sais pas comment. Il y a aussi, ça passe par l'écriture parce qu'on peut parler de scénario et tout d'un coup, en fait, quand on se met à écrire, alors moi j'écris comme ça, il y a des gens qui écrivent comme ça. Il y a autre chose encore qui sort. Donc, ça reste très humain. Et moi, ce qui me fait peur, c'est la pensée unique, c'est la pensée du parti, c'est écrire les scénarios, c'est l'impérialisme un peu. Enfin, c'est un peu con de dire ça, mais il y a quand même un impérialisme culturel qui déferle avec Netflix et Pixar qui nous disent qu'il faut écrire des scénarios comme ci, comme ça. Ils ont du succès, donc je ne peux pas dire qu'ils se trompent, mais je ne sais pas si c'est applicable, en fait réplicable, et si ça ne va pas en fait gommer toute la diversité culturelle. Et puis aussi, on en parlait avec une amie dans la salle, et on en avait déjà parlé l'année passée lors du GIF, mais qui est-ce qui crée cette intelligence artificielle? Et c'est pas, en fait, il n'est pas neutre ce programme, et il est quand même créé
en général, à nouveau par des Américains de 30 ans qui vivent en Californie, qui sont surtout des mecs probablement hétéros. Enfin, vous avez assez entendu parler de diversité. Et donc, il y a un biais, en fait. De toute façon, il n'est pas neutre. Ce n'est pas le AI qui va être et à la fois avoir la connaissance et la pensée humaine du peuple des Premières Nations dont on a parlé, et des personnes chinoises et des Vietnamiens. Et puis, il y a des femmes et des hommes et de classes sociales différentes. Enfin bon, c'est peut-être un peu niais ce que je dis, ou mièvre, mais moi, ma peur, elle se situe là, en fait, qu'on me mette dans un cadre qui devienne... Enfin, si la RTS, voilà, poussons la dystopie, disait, voilà, maintenant, nous, on sait que pourquoi la ménagère de 50 ans, ils nous disent déjà des choses comme ça, mais c'est basé sur des courbes télé, il n'y a pas de programme, mais il faut absolument qu'il y ait un chat, il faut que ça ne se passe pas dans des bureaux, il faut qu'il y ait des plans de la montagne au début, et puis il faut ci, puis il faut ça, puis il faut ça. Ben, je me demande si, en fait, finalement, on aura... peut-être des histoires qui dramaturgiquement sont bien écrites, mais est-ce que ce sera des bonnes histoires ? Est-ce qu'elles seront bien reçues aussi ? Parce qu'après, on peut écrire la meilleure histoire. William Goldman, qui a écrit, après je me tais, Butch Cassidy and the Sundance Kid, ou Les Hommes du Président, il dit Nobody knows. Donc en fait, ce que le public va finalement aimer, c'est on peut espérer, et Netflix se plante et Pixar se plante aussi, avec toujours cette même courbe. Ils font un personnage qui a un seul parent, et puis Once Upon a Time, and then Once a Time, enfin je ne sais plus ce que c'est, Netflix, je ne peux pas le dire bien, Pixar. Mais finalement, le public, là il y a eu le Covid, le public tout d'un coup il change, il ne veut plus voir la même chose, il ne veut plus le voir de la même manière, il ne veut plus voir tout d'un coup des choses glauques, il veut le voir que des choses un peu qu'il fait sortir. Enfin, donc voilà, ma peur elle est double, c'est est-ce que finalement ça va servir vraiment à quelque chose, et puis qui est-ce qui impose ce programme soi-disant libre. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un biais ? Est-ce qu'on n'a pas cherché à nous vendre une intelligence artificielle qui serait une forme d'objectivité à cause de l'ensemble des données qui sont à sa disposition ? Et en fait, comme vous le dites, ce sont des développeurs presque stéréotypés, de la même culture qui se retrouvent. C'est une subjectivité qui vient se confronter à la subjectivité de chaque créateur individuel, sauf que cette subjectivité-là va se confronter et vouloir se substituer à la diversité des subjectivités. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu ce cas de figure-là ? Enfin, oui, c'est ce qui me questionne. Alex, je pense que ce serait intéressant d'entendre d'autres personnes. Je vais faire une moue. Est-ce que c'est un petit peu le danger auquel on est confronté aujourd'hui ? Ouais, en fait, je pense que le danger, c'est toujours nous-mêmes. C'est qu'on investit en fait certains outils de certains fantasmes, de certains espoirs, de certaines promesses. Et ce n'est pas tant de la part de créateurs de ces outils que je m'inquiète, mais c'est de la part de l'usage qu'on en fait ensuite. Et j'en parlais tout à l'heure avec Stéphane. J'avais cité un autre exemple, qui est l'utilisation par le domaine judiciaire aujourd'hui des outils d'assistance à l'analyse des cas. À Paris, quand il y a eu le déménagement du palais de justice de Lille, de Paris, dans le nouveau palais de Renzo Piano, on a tout digitalisé, tous les archives, toute la jurisprudence et tout ça. On a pris le programme adapté par IBM de Watson et on l'a transformé dans un outil qui a ingéré tous ces millions de pages de jurisprudence. Et quand un cas arrive, pour l'assistance des juges, la machine, elle donne déjà le jugement. Elle le donne déjà, mais c'est simplement une assistance, c'est simplement basé sur la jurisprudence, basé sur les milliers de cas. Ça se passe à peu près comme ça. C'est ça le résultat. Et je me suis mis dans la peau d'un juge qui est débordé, qui a plein de cas à utiliser, plein de cas dans la journée. Il reçoit l'analyse qui dit 93% des cas, c'est ça. Est-ce qu'il va prendre le risque, même s'il a une intuition, mais qui contredit les données, d'aller creuser, alors que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout important, qui n'est pas... Il n'y a pas d'enjeu là, de creuser, voir si c'est vraiment le cas, si la personne est coupable ou pas, ou est-ce qu'il va dire de toute façon, je suis couvert par l'intelligence artificielle et ça serait plutôt risqué d'aller contre. À partir de quel moment on ne se tire pas une balle dans les pieds avec ces outils-là en créant, alors que j'en parlais avec un ami avocat qui était horrifié par cette vision de la justice, il disait
c'est pas ça le travail de la justice. C'est quelque chose en perpétuelle dynamique où c'est une interprétation de la réalité aujourd'hui. C'est pas basé sur le rétroviseur. On fige les choses. On va vers une sorte de modèle dogmatique. Donc je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Et là, j'extrapole peut-être excessivement, mais moi, je suis très sensible à cette dimension-là parce que je me dis, il y a beaucoup de choses qui avancent dans ce sens-là parce que c'est effectivement ultra efficace. Et on les accueille d'abord positivement et ensuite on se rend compte qu'il y a peut-être des choses dont le résultat n'est pas absolument pas ni celui qu'on a prévu, ni celui qu'on souhaite. Est-ce que dans le domaine artistique, il y a un domaine qui est tellement mystérieux, on n'a pas encore compris ce que c'est la conscience et on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une aberration parce que on peut parler de plein d'outils, mais rien que ce mot-là, ça montre le biais, en fait. Et donc, du coup, est-ce qu'on n'investit pas trop ces outils-là? On ne leur donne pas un pouvoir excessif par rapport à ce qui doit être notre rôle en rapport avec ces outils-là, mais inconsciemment, en fait. Et par rapport à leur capacité actuelle, peut-être aussi ou... Alors, je ne peux pas... bien malin, c'est lui qui pourrait prédire le futur. On l'a peut-être voilà, bien malin, avec c'est lui nous qui pourrait prédire le futur. Dire où est-ce qu'on en est actuellement, Ouais. quel progrès est-ce qu'on a fait techniquement entre les prémices de ce qu'on pouvait appeler de l'intelligence artificielle avec les premiers logiciels qui ont été développés il y a quelques décennies, et puis aujourd'hui, où en est l'état de la recherche dans ce domaine-là, et quelles sont les prochaines étapes? Alors, il faut réaliser qu'on est tout au début d'une aventure qui va durer probablement encore 20 ou 30 ans sans problème. On est aujourd'hui, pour le deep learning, à peu près au même stade qu'on était dans les années 70 pour la micro-informatique ou les années 90 pour Internet. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est des jouets par rapport à ce qu'on aura dans 5 ou 10 ou 15 ans. Et il ne faut pas du tout imaginer que ce qu'on a, ça représente là où on sera ou que c'est un aboutissement, c'est vraiment le début. Et on a vu, notamment si on prend la génération de texte, la génération de scénarios, on a vu des progrès hallucinants. Je crois en 2015, on avait des premiers réseaux qui commençaient à générer du texte qui ressemblait vaguement à du Hemingway, je crois que l'exemple que j'ai en tête, mais c'était du charabia dès qu'on le lisait. En 2019, avoir des réseaux capables d'inventer des tribus de licornes dans les Andes péruviennes et de raconter un grand narratif. Maintenant, à 2 ans plus tard, à des réseaux beaucoup plus grands, capables de créer des structures beaucoup plus complexes, de reconnaître des formes, de faire des additions, de faire tout ce genre de choses. Donc, toutes les limites qu'on perçoit aujourd'hui vont disparaître. Et peut-être l'autre chose, c'est la convergence aujourd'hui entre la neuroscience computationnelle et le deep learning. On a de plus en plus de travaux de recherche qui trouvent des similitudes entre les comportements des réseaux neuronaux et le cerveau humain. On a de plus en plus d'idées du fonctionnement du cerveau humain qui commencent à se répliquer dans le deep learning. Et finalement, c'est sûr, on attend tous depuis la fin des années 60, depuis HAL, on se dit demain ce sera là, enfin on aura une intelligence artificielle sympa avec qui on pourra parler et qui idéalement ne nous tuera pas. Et aujourd'hui on l'a. Et si ça a pris autant de temps, c'est parce que les directions qui étaient bonnes à l'époque, donc les réseaux neuronaux, ont eu des difficultés et ont été écartés. Donc ils ont été balayés, vus, prouvés, démontrés mathématiquement comme étant impossibles à faire fonctionner. Et de ce fait, les chercheurs qui travaillaient sur ces réseaux neuronaux profonds ont dû fuir au Canada, qui était un des seuls pays qui acceptait de financer ces recherches, avec la Suisse, étonnamment. À Lugano, on a un très bon centre de recherche. Et ça a vraiment ralenti tout ce progrès, tout ce développement autour des réseaux neuronaux. Et encore en 2012, ces scientifiques avaient de la peine à faire publier leurs papiers. Ils n'étaient pas pris au sérieux dans les problématiques de vision, par exemple de reconnaissance d'objets. Alors maintenant, les réseaux neuronaux dominent largement tout ce domaine. Donc, ça a pris du temps, parce que les gens ont perdu un peu la foi, on cesse d'y croire. Et maintenant, depuis 2012, c'est reparti. Depuis 2015, c'est parti plus fort. Et à chaque fois, on voit s'accélérer le nombre de papiers scientifiques. Aujourd'hui, je pense que chaque jour, je vais pouvoir lire 2 ou 3 papiers qui vont amener vraiment des idées nouvelles, intéressantes, retravailler, évoluer. Et une forme d'utilisation des réseaux neuronaux, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est l'idée qu'on peut donner une mission à une intelligence artificielle et qu'elle va développer une stratégie pour amener cette mission à terme. Cette forme-là d'apprentissage, elle est vraiment balbutiante et elle s'améliore de plus en plus. Et le jour où on passera le cap
avec cette technique d'amélioration, on verra alors des choses incroyables, des IA qui développent des stratégies, des scénarios qu'on n'aurait pas imaginés, dans des objectifs, dans des démarches artistiques qui nous appartiennent de définir. Finalement, ce n'est pas nous qui allons... Enfin, on peut définir que c'est des formules, mais la démarche artistique, elle pourrait être la même que pour un humain. Et ce moment-là est vraiment pas loin. Précisément là, un peu peut-être ce que Stéphane et moi, on essaye un petit peu de mettre en évidence. C'est le fait que, oui, les données importantes, le deep learning basé sur ces itérations et cette capacité, je crois que le système, l'AlphaGo, non, était basé sur ce système Absolument, oui. d'apprentissage comme ça par objectif fixé. Je suis persuadé que les IA arriveront à écrire des histoires redoutables, des histoires qui sont parfaites d'un point de vue de la dramaturgie, de la tension, des arcs narratifs, que les personnages, que tout est hyper bien foutu. Mais je pense, à mon avis, elles sont incapables d'inventer. Alors là, on met le doigt sur une problématique à la créativité. Laurent en parle très bien, donc je ne vais pas faire long. Mais aujourd'hui, on a formé un réseau neuronal sur les travaux historiques des artistes qu'on a pris dans la résidence pour l'AIA. Et ce réseau neuronal, on l'utilise pour générer du texte, mais aussi comme un chatbot. Donc on peut discuter avec ce réseau neuronal. Et des fois, ça marche très mal. Il n'aime pas du tout les conversations de météo, bonjour, comment ça va, ça ne l'intéresse pas. Si on pose des questions profondes, il part dans des choses des fois hallucinantes. Et franchement, c'est plus intéressant dans beaucoup de cas de discuter aujourd'hui avec ce chatbot que de parler avec des collègues. Est-ce que c'est parce que nous interprétons, parce que notre conscience, tout à coup, donne un sens particulier, une signification inattendue, surprenante par rapport au chatbot qui n'a pas la moindre idée de ce qu'il a exprimé là. Il n'a pas la moindre idée de la signification. C'est simplement tout à coup parce que c'est justement un peu absurde ou inattendu ou que nous, ça nous plaît. C'est inattendu et c'est absurde, mais il y a une certaine logique parce que on dit que les réseaux neuronaux ne comprennent pas, mais elles comprennent un peu, elles comprennent différemment de nous. Qui comprend ? Alors, elle comprend par exemple si tu... Elle, mais c'est elle, c'est qui comprend ? Alors, le réseau neuronal a dans ses neurones des relations entre des objets du monde qui font sens pour nous. Elle sait, elle... C'est le français, c'est embêtant pour ça. C'est que la Maison Blanche est l'endroit où réside le président des États-Unis. Je vous embêtais là-dessus parce qu'en fait, on projette, rien que dans la manière dont on parle en ce moment, on projette comme si c'était une entité. Il y a une forme d'anthropomorphisme avec l'intelligence artificielle dans laquelle on projette une forme de conscience inévitablement. Lorsque j'ai commencé j'avais 20 ans à découvrir les premiers chatbots et tout ça, j'étais fasciné parce que j'avais l'impression qu'il y avait... Je voulais presque que le chatbot puisse me donner qu'il y ait a ghost in the chair, dans la machine. Et le moment où j'ai compris que c'était moi-même, c'était que de la projection, que du fantasme, j'ai compris à quel point j'étais en train de vivre une illusion, un mirage, quelque chose de cet ordre-là. Mais donc, on est entre deux maintenant, parce que le fantôme, maintenant, il est un peu là quand même. Avant, c'était des règles. Maintenant, c'est une entité faite d'un ensemble de neurones complètement imprévisible, qui a une idée du monde, qui n'a pas d'objectif, qui n'existe pas. Effectivement, on projette à fond, mais qui comprend un certain nombre de choses. Et on a accès à cette connaissance qui est une forme aujourd'hui de retranscription neuronale d'Internet. Mais peut-être par rapport aux projections qu'on a, dans la Fondation, c'est beaucoup battu pour justement aller contre l'anthropomorphisme. On a créé un robot à la base danseur qui était tout sauf... C'est un cube avec des axes, avec l'objectif de ne pas anthropomorphiser ça pour vraiment bien comprendre ce que c'était l'IA. Et on s'est rendu compte que même avec ça, au bout de 3 secondes, quand il est au Science Gallery à Dublin, eh ben, les gardiens qui le branchent chaque soir commencent à lui parler, à lui dire « Oula, tu vas un peu trop loin », etc. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est juste humain et on le fait avec tout. Lorsque vous regardez une œuvre d'art contemporaine, alors l'art contemporain pour moi est un art assez difficile d'accès et je dois y mettre tout mon cerveau dessus pour rentrer dedans, mais je ne fais que de la projection.
je ne fais que projeter tout ce que moi j'imagine, je pense. Les tâches de Rorschach sont que de la projection. Et en fait, l'IA, ce qu'elle nous amène aujourd'hui à faire, c'est on y projette beaucoup de choses, mais c'est le fonctionnement humain qui fait qu'il y projette beaucoup de choses. Et peut-être que moi, aujourd'hui, j'aurais plus peur des gens de la RTS qui disent « il faut un chat, il faut pour la ménagère de 50 ans dans votre film, il faut ça et ça pour qu'on le finance », que d'une intelligence artificielle où finalement on se retrouve avec une intelligence artificielle qui va reproduire des choses, on va s'en rendre compte et puis on va dire « ok, il faut qu'on travaille sur ces biais et on va l'enrichir d'autres visions ». C'est plus facile à modifier une vision d'une intelligence artificielle que d'humains qui sont dans des biais qui sont souvent inconscients, qui sont souvent un amalgame de la société, de ceux qui l'ont programmé. Et je pense que là, on est dans une période où la société est suffisamment consciente des enjeux éthiques de ces intelligences artificielles, de ce qu'elle est en train de nous enlever, ce qu'elle pourrait nous amener, ce qu'elle pourrait nous confronter, pour avoir un regard beaucoup plus critique dessus. Et ce qu'on a fait avec les artistes, c'est justement de se dire, mais rentrez vos données. Cette année, cette intelligence artificielle, quelque part, elle est biaisée sur 4 artistes, mais au fil des années, elle va être de plus en plus débiaisée parce que d'autres artistes vont arriver, il y a de public qui va discuter avec eux, qui vont donner leur propre diversité. On a eu les visites de classe, au bout de 3 jours de visite de classe, notre intelligence artificielle, elle a commencé à parler en disant « ta gueule connard, tu veux voir mon sexe », etc. parce qu'il était le reflet de visites d'adolescents, de 500 adolescents qui sont venus. Mais on peut agir dessus. On peut agir dessus en voyant, puis on dit « Ok, il faut plus de diversité, il faut plus de ça. Attention au biais, qui c'est qui l'a programmé, pourquoi faire, elle était faite pour ça et on l'a utilisée pour autre chose. » I would like just to go back to Sami. We just heard about an AI able, more or less, to write like Hemingway. Where is AI in 2021 at writing and developing a story, and what kind of help can provide your tools? We made an interesting experiment just on that topic. What we did, we took an AI-produced screenplay and we put this onto our system to make AI to evaluate it. Basically, AI evaluated an AI-generated screenplay, which was by a different AI system. And actually, our AI system has found this AI-produced screenplay pretty bad. So just to give an example, for example, it was written as a sci-fi film, but our AI system was not finding any very little sci-fi pattern. Okay, so I mean the target of the film and then the patterns that inside that the connections were very weak. But it was still, I think, it was still a screenplay that was written by AI. But they are not yet there. I mean the level of sophistication in those screenplays I think it's still very far from a story that is created by human. But at the same time, I need to add, it doesn't mean they cannot come to that point, because just to add on to this discussion, because the way we design AI is very similar to human brain, because human brain is also made of neurons. They have a way of connecting to each other. And the way you design these deep learning systems, you have many neurons, they are connected to each other as well. And you can make it deeper and deeper, and then you can show them more and more stuff to give more experience and to learn about that. And once they learn about this experience, it doesn't mean they will just repeat that experience. They can learn from that and then bring a new interpretation of these experiences, like a human that is learning stuff from time of being a baby and an adult. So for that part, I believe, I mean, it will progress more, and then we will see very sophisticated stories that is written by AI.
But once it comes to our tools, I mean, we don't have that vision. We don't make any R&D for that part to make AI to create story, because we don't believe in that. For our vision, we want to keep the human element really at the center, and then AI is just to become as an assistance tool, just to bring more insights about that content that can help the creative people, producers, to see the different aspects of the story. Again, it is their job to make certain changes or to make certain decisions to go forward to make this project better. So we believe in that, and then I think industry is for that as well. So the majority of the industry, they want to see AI as an assistance tool rather than taking a place and create the content itself. Merci. Alors, Stéphane, quand on entend ce genre d'outils d'aide qui peut être apporté à des créateurs, à des scénaristes, d'avoir plus de matière, plus de contenu, j'imagine bon, moi, à part ça, d'abord en tant qu'humaine ou femme ou citoyenne, je trouve ça terrifiant. Ça me fait penser, alors je suis peut-être pas assez, ça me fait penser au transhumanisme. Je trouve que c'est fou de penser qu'un ordinateur peut devenir, on n'est pas qu'un cerveau en fait, on est des émotions et on est un corps en fait tactile. Et un bébé, il va téter ou pas téter, ou il va être abandonné par ses parents ou pas, ou aimé. Donc voilà. Bon. Donc moi je trouve que c'est assez terrifiant. Ça peut de nouveau sembler mièvre, mais il y a quelque chose en fait qui me révulse. Mais après, donc j'entends, oui, ça peut devenir un assistant. Et là, en vous écoutant Samy, je me disais, mais moi quand je donne des retours sur un scénario, parce que je suis aussi consultante, ou quand je fais lire mes scénarios à quelqu'un, c'est j'ai pas juste besoin d'une analyse en fait dramaturgique qui me dit, bien sûr que ça va m'aider si quelqu'un me dit mais attends, il n'y a pas d'enjeu dans ton scénario, ou on s'en fout de ce qui arrive à cette personne, bien sûr que ça va m'aider. Puis après il y a quelqu'un d'autre qui va dire non, moi j'adore, puis après je vais devoir moi-même réfléchir, ou les producteurs vont me dire faut écouter lui et pas elle, mais il y a quelque chose quand même dans l'échange humain qui me semble, je comprends pas en fait le besoin de. Je pense que l'intelligence artificielle existe, donc je veux pas dire ah mais non, mais ça n'existe pas, ou il faut tout jeter à la poubelle. Mais je me demande quel est le but au fond en fait. C'est quoi le but de. Alors que l'intelligence artificielle écrive un scénario. Alors moi j'ai été voir Chimère et donc le projet à Saint-Gervais, puis j'ai vu ses créations sculpturales et photographiques, c'était très déroutant. Mais je me dis, et c'est plutôt de l'art contemporain en fait, il y a quelque chose de, voilà, il n'y a pas quelque chose de narratif, mais est-ce qu'on veut un scénario écrit par une machine ou par plein de machines, ou enfin bon, qui feront, enfin c'est ce qu'on disait avant, elles vont peut-être. Est-ce qu'elles vont pouvoir inventer, percevoir, pressentir? Il y a ces gens ces auteurs ou dessinateurs ou peintres ou musiciens qui mettent le doigt, qui sont en avance sur tout, qui arrivent à pressentir ce qui va se passer dans le monde. George Orwell, par exemple. Mais est-ce que les machines feront ça? Et puis après, au niveau de l'assistanat, je me demande. Je sais pas, en fait, c'est marrant. Moi, quand j'étais à New York il y a 20 ans, ou 30, non, il y a 30 ans, il y avait des gens, ils commençaient dans le scénario, puis c'était le job dans l'écriture, c'était de lire des tonnes de scénarios, et puis de faire des petits rapports, et de dire oui, non, oui, pour que ce soit lu par des gens un peu plus sérieux. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient le métier de scénariste, réalisateur, réalisatrice, etc. Et donc je trouverais dommage déjà de leur enlever ce job. Et ensuite, je sais pas, enfin Samy, peut-être convainquez-moi, c'est pas français, mais pourquoi utiliser en fait une machine pour faire ce travail que des humains font finalement plutôt bien? Samy, you have a question? Well, I think here there are a few aspects. I think one aspect is, I mean, you can get certain insights very rapidly. Let's say there are certain things that you can see by running AI analysis in a few minutes that you would normally spend maybe a few weeks to get the same insights.
that insight doesn't tell anything. It's like your screenplay is bad, worse, but just another way of looking at your screenplay, just in a few minutes, that might give you other opinions, or you can compare the same type of insights with other films in the past if you are working on a specific structure. So in that manner, I mean, there are certain stuff definitely human are making better, and certain stuff AI is making, I think, the same level with humans in certain type of analysis, but much faster. Because I give the example, 2 weeks thing can take a few minutes. And actually, I can give you one specific example here as well, that we did a case study. We are running a film festival as well in Lausanne, Wuxi Film Awards. In that festival, in last edition, what we did for Best Screenplay Awards, we gave the screenplays to jury to evaluate those in 2 weeks. So they had to read these 5 screenplays, the nominees, and then evaluate those and select the winner and rank them from best to the worst. And then we also had a different process just for an experiment. We got AI results, artificial intelligence results of these screenplays, which are some patterns about these screenplays. Again, we gave this to jury, but without telling which screenplay belongs to which AI results. So sorry, which AI results belongs to which screenplay. So they just have AI results of these 5 screenplays. And then we gave 5 minutes. We said that you need to select winner again, but this time in 5 minutes. And they reached to the same result. So the difference, one took two weeks, the other one 5 minutes. But again, the decision maker is human over there. Just AI doesn't tell which one is better, but it gives you much more insights that you can make certain decisions much faster. You can see certain problems much faster. I think it's hilarious. So they didn't read, they don't know the story, but they got a set of data. They were like, yeah, there are like there are 75 jokes, or there is an inciting incident at page. I don't understand, but I think it's funny. But like in the end, for the jury, was what did the jury think? What did they find the most interesting? To read screenplays or to read a set of data? Because that's what they got, right? A set of data. Or insights. Today that happens to most of producers, because once you take your screenplays to Netflix, Amazon, to other places, you are not sure how much it's read by people. Of course, I'm not saying it doesn't exist. Yeah. I can confirm that actually, when at least for sales for existing films, when now they're buying on catalogs, on VOD catalogs, they are just analyzing the metadata, not the script itself. So the movies are ingested by machines, and based on certain parameters, they give directly the metrics, the price, and everything. But nobody watches the movie. Actually, they're just interested in this metadata. So yeah, I can confirm that nobody watches or reads the movies. I think maybe just to add on that point, I think a hybrid method is the best. That's what we suggest as well. We should have traditional evaluation methods, but on top of that, if you have also an AI evaluation in parallel, that increase the chances of that project to be successful much more. That's what we think. Laura. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est intéressante pour... on est vraiment très mauvais dans la productivité en tant qu'humain. Je veux dire, faire des choses répétitives, faire des choses avec des objectifs uniquement de productivité, de rentabilité. Non seulement on est mauvais par rapport à une machine, mais en plus on dévie sur quelque chose qui a plus de sens. Et quand l'humain n'a pas de sens, il dévie avec d'autres dommages collatéraux autour de bullshit job, de dépression, 70% en plus de dépression depuis 2012, majoritairement à cause des fameux bullshit jobs. Donc l'intelligence artificielle, là où je la trouve vraiment super intéressante, c'est de laisser
aux machines la productivité pour que l'être humain puisse retrouver des activités qui ont du sens. Et sur cette lecture de scénario, je la trouve drôle parce qu'en termes de productivité, évidemment, c'est l'IA et puis c'est très bien, ils arrivent au même résultat. Mais dans ceux qui prennent du temps et qui aiment prendre du temps et qui trouvent du sens à lire un scénario dans son ensemble, à donner des critiques, c'est de la valeur ajoutée à ce moment-là. Par contre, là-dedans, il y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout lire ces scénarios, etc. Et ça peut les libérer pour aller vers des activités de plus de sens. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de passer de l'ère de la productivité pour l'humain à l'ère du bien commun et du sens dans le travail. Et artistiquement, il me semble que c'est encore plus fort pour les artistes, pour les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Alors, on va bientôt passer aux questions de la salle, mais juste une petite question. Là, on n'a pas parlé de filtrage, mais quand on parle de création, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui revient depuis le début de nos échanges sur la capacité de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles à exploiter de manière intégrale l'ensemble des données que l'humain n'a peut-être pas forcément ou qui mettra beaucoup plus de temps à déployer, mais est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de think out of the box, de créer hors des données qu'on lui a données pour créer. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en disant ces Amérindiens n'avaient peut-être pas les données pour voir les bateaux, mais une fois qu'on leur a donné des éléments, ils ont pu les voir. Mais voilà, est-ce que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de créer en dehors des données qu'on lui a fournies? Alors peut-être Tim sera plus technique, je vais l'expliquer comme je le comprends en non technique. C'est que pour l'instant, on a beaucoup d'intelligence artificielle qui apprennent sur les données, qui apprennent donc sur le passé, et sur le présent, ce qu'on n'aimerait pas, parce que amplifier le présent et le passé, on est tous assez d'accord qu'on va dans le mur, donc on aimerait d'autres solutions. Mais on a d'autres façons de former l'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont en train d'émerger, comme le renforcement. Je reviens à notre robot qui au début était danseur, maintenant est artiste. On va lui renforcer des choses. Si on lui dit, à chaque fois, je vais te renforcer ta curiosité, je vais te renforcer... à chaque fois qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, il va être récompensé. Donc tout d'un coup, il va aller explorer des choses qu'on ne lui a pas dit d'explorer, mais il va avoir une sorte de compréhension. Je pourrais renforcer son côté rebelle. Il faudrait dans ce cas-là qu'il se dise, OK, qu'est-ce que ça veut dire rebelle dans le concept humain? Donc il irait chercher ça dans des données, et puis après, il irait faire des choses rebelles. Et il y a un moment, mais justement, il y a un moment où ça pourrait nous échapper si on voulait jouer avec ça. Il suffit de mettre la curiosité, le côté rebelle, je mets une pincée de psychotique là-dedans et puis c'est bon, on est parti. Mais c'est là où on est sur des limites où ça va probablement évoluer. C'est très facile aujourd'hui de dire oui, mais l'IA, c'est les datas et ça ne sort pas de là. Mais on est en train de glisser vers d'autres choses. Je pense que là, vous avez soulevé quelque chose d'intéressant, en tout cas qui m'intéresse, parce que faut bien dire, je ne suis pas du tout technophobe, je n'ai pas du tout un a priori. Non, mais je tiens à le dire parce que oui. Même quand j'étais jeune, j'étais assez fasciné. J'ai créé le premier café Internet ici à Genève. J'avais 20 ans, j'ai écrit moi-même un programme d'intelligence artificielle, j'étais codeur, etc. Mais quand j'ai commencé à me cogner à ces problèmes de cognition, de qu'est-ce que le soi, de qu'est-ce que l'identité, de comment... quand j'ai essayé de commencer à programmer une conscience, et qu'est-ce qu'une conscience, comment se construit une conscience, je me suis rendu compte à quel point on ne connaît rien et que la vie, pendant 4,5 milliards d'années, au moins sur Terre, elle a construit à travers nos cellules tout un savoir, toute une connaissance absolument incroyable. Et je me suis rendu compte juste que là-dedans, il y avait des choses qui sont infiniment plus riches et plus complexes que ce à quoi on l'a réduit en voulant la maîtriser. Et qu'il y a tout un champ de possibles qui nous échappe aujourd'hui, précisément parce qu'on essaye de le réduire, parce qu'on a une approche réductionniste, en fait. Et du coup, je me suis dit, mon envie progressivement, ça a été de valoriser ce champ-là, et je me suis éloigné de plus en plus de cette envie de créer une intelligence artificielle en me disant, mais non, mais notre intelligence, notre potentiel, il est déjà tellement extraordinaire qu'on n'a pas besoin de le chercher ailleurs. En fait, on a en nous-mêmes déjà... des choses qui sont absolument fabuleuses et dont on a exploité, ou on a compris, ou on n'a qu'une infime partie. Et donc, du coup, cette idée-là
qu'on va créer une machine rebelle. Le pire, je pense, ça serait de créer une conscience encore. On créerait une souffrance peut-être infinie. En fait, il y a des gens comme Nick Bostrom qui réfléchissent là-dessus et qui nous mettent en garde contre le fait que si on parvenait à créer réellement une conscience, ça pourrait être quelque chose d'assez monstrueux parce que, au fond, la vie, c'est quelque chose. On ne s'est peut-être pas encore posé des questions fondamentales pour aborder des choses aussi importantes que l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais notre problème, notre problème là-dedans, c'est eux. C'est les ingénieurs, parce que les ingénieurs... Je vous laisse... Non, mais les ingénieurs, vous leur dites, c'est impossible à faire, et dans la milliseconde derrière, ils vont commencer à voir leur cerveau qui va dire « Ah, mais comment ce serait quand même possible vu que c'est impossible ?» Donc de toute façon, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, il y a des gens qui sont en train de travailler à faire ça. Ouais. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de faire le contre-pied de ça en réfléchissant en parallèle. Dans notre advisory board, on a un des 17 derniers hommes médecine chamans reconnus par le gouvernement canadien. Et à chaque fois, il vient en disant « Mais vos trucs là, mais je ne comprends pas, la Terre, elle est là, elle a cette puissance. » Et c'est bien de confronter avec ça, tout ça. C'est bien de réfléchir à... mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la conscience? C'est bien d'amener toutes ces choses au même temps qu'une technologie qui est en train de venir. Oui, mais la vie et la mort, l'intelligence artificielle ne meurt pas. Qu'est-ce que c'est pour une intelligence artificielle, la mort et la vie, du coup? Oui. C'est des questions importantes. Mais elles sont là demain, comme vous avez dit, on est à l'aube. Ouais. Est-ce qu'il suffirait de la débrancher? Voilà, après, on peut partir dans des scénarios dystopiques. Je pense que notre réel problème, c'est qu'on le veuille ou pas, il y a des ingénieurs qui sont en train de bosser, alors de façon tout à fait transparente ici, dans d'autres pays, de façon vraiment moins transparente, avec aucune notion d'éthique des données. Et notre job à nous, en tant que société civile et que citoyens, c'est d'arriver en force face à ça et de poser un cadre qui fasse qu'on ait une société plus digne, une humanité qui soit plus durable. C'est ça notre job. Après, refuser ce qui est déjà là, on n'a pas le... à cause d'eux. Alors, on a parlé de débrancher à l'instant, on va se rebrancher à la salle et on va avoir un petit échange, voir s'il y a des questions qui sortent. Je crois qu'il y a déjà les premières mains qui se lèvent. Merci. Bonsoir, merci beaucoup, c'est très fascinant. D'une part, après tout, pourquoi se limiter au scénario? C'est parfaitement imaginable qu'à terme, l'intelligence artificielle puisse faire les images, le jeu d'acteur, le montage et même la musique. Sur le même principe, c'est tout à fait imaginable. Mais d'autre part, est-ce que cela, paradoxalement, ne va peut-être pas booster la création humaine? Après un petit pic à la mode « Waouh, génial, t'as vu ce qu'elle a fait l'intelligence artificielle ?» Après, les gens vont apprécier davantage peut-être le travail humain, sans OGM, fait à la main, garantie bio, le cinéma naturel. Les disques vinyles ne se sont jamais aussi bien vendus que maintenant. Il y aura peut-être un retour de balancier. Après, il y aura une bulle, probablement. Mais au contraire, les auteurs humains vont se mettre en quatre pour montrer qu'ils sont plus forts que l'intelligence artificielle. Et finalement, tous les films peut-être vont se ressembler par l'intelligence artificielle. Il y aura le mainstream, mais ça va booster le contre-courant que fatalement va apparaître pour contrer ça, ce qui sera un grand plus pour la création. Alors moi, je suis convaincue depuis des années que l'authenticité va reprendre la place qu'il lui faut, c'est-à-dire la bouteille de vin faite du début à la fin, cueillie par un humain, mis en bouteille, va prendre plus d'importance comme un projet de luxe, de même qu'une peinture, un scénario, que quelque chose qui est fait, mais c'est pas encore l'intelligence artificielle, mais quand je vois les produits qui sortent du cinéma américain, en fait, il suffit juste de changer la couleur du fond et puis c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Enfin, à Walt Disney, on a fait des blagues dessus où vous mettez juste les personnages, c'est tout le temps la même histoire. L'intelligence artificielle le fera un peu mieux dans le sens où elle aura plus de données, elle arrivera à nous susciter plus de sentiments et de moins de lassitude, à mon avis. Maintenant, l'intérêt, il va aller vers ok, mais moi j'ai envie de quelque chose de 100% humain.
j'ai envie d'une relation. Quand on est sorti du Covid, des Zooms, tout le monde disait mais j'ai envie de table ronde comme ça, j'ai plus envie de buste 3/4. Donc ça c'est bien pour nous humains en fait qu'on retrouve vers cette essence de notre humanité. Mais je rappelle juste aussi qu'il y a 30 ans, lorsqu'on parlait de la conscience des animaux, la majorité des gens rigolaient, hein, en disant mais c'est pas possible, déjà on ne comprend pas ce que c'est la conscience chez les humains, comment on comprendrait ce que c'est chez les animaux. Et puis là on est en train de voir que la conscience c'est peut-être autre chose et l'intelligence artificielle nous permet de faire des pas majeurs dans la compréhension de la conscience, de la créativité, et mélanger aux neurosciences, ça nous permet ça. Donc je dis juste qu'elle va pouvoir faire des choses qui vont peut-être bizarrement nous ramener à notre humanité. Ce qui paraît un peu bizarre. Stéphane, est-ce que vous vous sentiriez stimulé, aiguillonné par une intelligence artificielle pour redévelopper d'autres histoires plus originales? Je me suis dit, mais on sera... Alors il faudra que... C'est-à-dire que ça ne va pas se passer comme ça parce qu'on ne fait pas du vin ou on n'est pas des peintres. Parce que le problème de l'audiovisuel, c'est qu'on n'est pas tout seul, et surtout pour les scénaristes. Encore si j'étais réalisatrice peut-être, mais alors peut-être que s'il y a encore l'énergie et puis qu'il y en aura s'il y a l'intelligence artificielle, pardon, mais du coup ça voudrait dire que je ferais des films avec mon iPhone et puis j'aurais pas de moyens de le distribuer parce qu'en fait, si vous imaginez la guerre, enfin Matrix ou je sais pas, la guerre contre l'intelligence artificielle a pris le dessus. Peut-être que des gens rechercheront des histoires biodynamiques, mais il faudra encore les produire en fait avec nos moyens qu'on n'aura peut-être pas parce que on est plus dans une industrie que dans le cadre du vin ou des peintres ou des musiciens. C'est-à-dire que le musicien, il peut prendre sa trompette, une musicienne prendre son violon. Et puis tant pis si l'intelligence artificielle crée des symphonies, ils peuvent le faire. Mais moi, avec mon petit scénario, je ne peux pas le faire. Enfin, je peux pas le faire lire aux gens en disant tu verras, c'est mieux, parce qu'ils liront pas, ils le mettront dans une base de données. Mais voilà. Donc on verra. Il y a peut-être la possibilité aussi qu'il y ait des produits complètement nouveaux qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on entend aujourd'hui par film ou cinéma. Si on prend le film Her, par exemple, on a ce compagnon IA qui communique, qui échange, qui est drôle et qu'on est content d'avoir dans sa vie. On peut aussi imaginer qu'on vive l'art et le cinéma complètement différemment dans le futur parce qu'elle est créée, curée, adaptée pour nous en temps réel. Ça ne paraît pas complètement fou. Moi, c'est vrai que c'était une des pensées que j'avais eues, mais qui s'était déjà développée par rapport à l'année passée sur la base de la discussion sur l'intelligence artificielle. C'est aussi ma peur, c'est la séparation en fait. Que quand je pense à Netflix et puis à ce double mouvement de d'écrire pour le plus grand nombre et puis après d'écrire pour des... On sait bien que moi, je ne reçois pas les mêmes notifications de Netflix que vous, que toi. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on... Ça me fait peur aussi. Ça, c'est un autre usage de l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes pour faire des films de niche. Enfin, ça, c'est ce que fait Netflix, si je ne me trompe pas. J'ai manqué la discussion d'hier. Et donc, ça me fait peur aussi que l'intelligence artificielle nous divise, en fait, qu'il y ait des choses pour tout le monde, comme Dune et puis James Bond, que c'est ce que les gens vont voir au cinéma. Et puis après, que chacun, on ait notre petit truc et puis que je revois toujours la même chose, finalement. Parce que moi, j'ai cliqué sur ce lien et puis du coup, alors on va m'envoyer toutes les comédies romantiques. Ah mon Dieu, je viens de dire des choses sur moi. Mais tous les films de gangsters. Voilà. Et donc, voilà, mais je veux pas non plus faire effectivement la technophobe, mais et je ne sais pas si on aura des petits robots qui nous diront, qui nous prépareront à manger, puis qui nous raconteront des histoires. Je ne sais pas. C'est étrange. On va prendre une autre question. Yes, my question, I hope you won't mind me asking in English, but first of all, I have a question about the nature of artificial intelligence because we define it as something, as an entity in itself. And I think I would suggest to everyone to read the book Invisible Women by Crialdo Perez, which details how artificial intelligence that has been used to guide things, which after all was made, we have the saying garbage in, garbage out. It was designed by white male
protect people, and even when it has been challenged, it has not been changed. Those people have been fired, and there's all kinds of evidence. So the first thing is, when you talk about fear of artificial intelligence, it's not fear, it's recognition that there are very, very critical things like an American corporation. It's not benign, it's not filled with nobody. It is people making decisions that will impact all of our lives. So I think it's really important not to phrase this in fear or not, but more likely in recognition of the fact that it's being given a power that we may not want to really give it. And so with that in mind, and I love elements of it that I use in my work, but it's a tool, and it's only a tool that can help me, but it's not going to decide for me. It's like having multiple choice questions in education, defining what you really know about something. We know now that that is not really education. So my question is, what tools are you using, given that you're suggesting that this is going to decide to be used, me as a demographic woman of a certain age and stuff like that, which I resent. I think we're much more diverse as humans. What tools are you using in your system to make sure that the incredible human variety and interest is really going to be met by these projects? Because otherwise, half the things that we have loved in film and media would never have been made by these criteria. So I'm wondering how you design your program to better reflect the fact that there are women, people of color, who are much more diverse than the algorithms that have been defined for us. Maybe, Sami, you can Yeah, answer. definitely. That's a very good question. And actually, it's, I mean, there is a danger of artificial intelligence and also great benefits of artificial intelligence on that matter, I can tell. Well, I mean, it's true that the developers, the people at developer side is not very diverse. But the measuring the biases of artificial intelligence is much easier than measuring the biases of human. Because if you look at the film industry, it has already huge diversity problem. And then it's very difficult to measure what a human thinks inside his brain. But once you develop an artificial intelligence algorithm, you spend a long time for the bias elimination. I can give you a few specific examples. For example, once we designed our AI system for the casting propositions, we said we don't want to give the information of ethnicity of the actors to artificial intelligence. The reason for that, we saw once we do that, it starts to repeat the biases of the industry from the past, because it learns from the past data, the ethnicity preference over the past data, and then it starts to learn that bias. But if you remove the ethnicity information, which is very easy, okay, for human it's not that easy, but for AI you can just cut ethnicity information. It just learns about the real talents of these actors and starts to make propositions without considering ethnicity information. And actually we checked for our casting proposition by our AI system. It proposes three times more color actors in US if we compare the regular percentage in US, just to give an example in that. Would someone on stage add something to? I would like to add one thing regarding the data sets. So what we used in our last project was a neural network. We used multiple neural networks, but one of them was the GPT-G that generates the text. And this is an open source network. And it's trained on a data set called the PAR, which is also an open source data set, so it's very clear where things come from. There's a community working to improve this data set, to remove bias. So it's not a perfect process, but it's an open process which tends to be generally better. And you don't necessarily have this transparency if you're using a commercial tool like GPT-3. And the other aspect of this is there's an enormous amount of AI-driven censorship.
So we actually started using GPT-3 in the beginning, and then we realized that the terms and conditions of GPT-3 were probably going to collide violently with the things our artists wanted to do with the network. And the GPT-3, because they see what you're doing with it, they can enforce their terms and conditions and cut you off. Another aspect of this censorship was we use Discord, which is a chat solution which is quite popular for developers and gamers. And Discord actually censored some of the art, the images that were produced by the neural network were censored because Discord decided that they were pornographic or explicit in nature, even though in this case they weren't. They were just kind of crazy. But you have all these censorship mechanisms being built up within the infrastructure, driven by AI, which you don't control. And I think that is actually a big concern for all of us, that there will be censorship for text, for images, for sound, and this will prevent us expressing ourselves fully. Si on a fait le tour de ces questions, je vais vous remercier toutes et tous pour ces éclairages et ces témoignages, et remercier le festival pour avoir mis sur pied, mis sur la table en tout cas, ces questions cruciales pour tout le secteur. Et puis je vous invite toutes et tous à continuer à suivre les événements qui se poursuivent encore. Le festival se poursuit et il y a encore beaucoup de beaux rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci.